Bonjour à tous, je suis le docteur Cangelosi, médecin du sport au centre de formation du Stade Toulousain. Je suis chargé aujourd'hui de vous faire un petit topo sur la réathlétisation de l'épaule du sportif. Sur le plan de cette présentation, on commencera par des rappels anatomiques, un petit peu d'épidémiologie, puis on s'attardera sur les objectifs de la rééducation, les modalités de retour sur le terrain avant de faire une conclusion rapide. Sur le plan anatomique, le complexe articulaire de l'épaule est une zone de grande complexité où viennent se juxtaposer 5 articulations dans un espace restreint. Les deux plus superficielles, l'acromioclaviculaire et la sternoclaviculaire. La plus profonde, la gléno-humérale, qui marche en symbiose avec la scapulothoracique, notamment lors des mouvements d'élévation latérale. Et enfin, la cinquième, qui n'est pas considérée sur le plan osseux comme une articulation, mais qui doit être considérée comme telle sur le plan biomécanique, c'est l'espace sous-acromial, vu l'importance du plan de glissement au niveau de la coiffe des rotateurs. Sur le plan biomécanique, c'est une articulation avec une grande mobilité due à sa faible congruence osseuse. Cette faible congruence osseuse l'expose à des épisodes d'instabilité qui sont macro-traumatiques sur une luxation ou micro-traumatiques sur des micro-instabilités multidirectionnelles chez les joueurs hyperlaxes. Donc cette faible congruence nécessite des éléments de stabilité capsulo-ligamentaire très solides, qui peuvent être eux-mêmes source de blessures, notamment lors des lésions du labrum ou des distensions du ligament gléno-huméral antéro-inférieur après une luxation. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que les blessures de l'épaule dans le rugby sont très nombreuses, environ 5 à 10% des blessures totales. Les phases à risque sont évidemment la phase de plaquage, qui retient la majorité des blessures avec 60% par rapport aux autres phases qui sont les phases de lutte, type molle, ruck, mêlée, ou les traumatismes directs sur le moignon de l'épaule, ou les traumatismes indirects avec des chutes sur le coude, notamment lors des phases de réception de jeu au pied. Également, ne pas oublier les étiologies micro-traumatiques dues à la répétition en séance de musculation ou aux ateliers techniques de gestes pathogènes. Donc, il y a une grande diversité de blessures, comme on vient de le voir. Il est important de les démembrer car la rééducation s'adaptera à chaque tissu pathologique, à chaque tissu lésé. Sur le plan ligamentaire, donc les ligaments qui peuvent être touchés sont les ligaments gléno-huméraux antéro-inférieurs ou les ligaments de l'acromioclaviculaire lors des disjonctions acromioclaviculaires, les pathologies tendineuses, notamment au niveau de la coiffe des rotateurs, les pathologies musculaires qui peuvent aller de la simple contusion du deltoïde à la lésion musculaire aiguë, notamment du grand pectoral ou du subscapulaire lors des mouvements de développé couché. Donc ça, c'est pour les lésions des tissus mous, à opposer aux lésions des tissus intra-articulaires, notamment lorsqu'on fait une slap lésion, donc une lésion labrale antérieure, ou des lésions ostéochondrales, ou au pire des lésions osseuses fracturaires dont nous ne développerons pas la rééducation aujourd'hui. Il est important de faire ce démembrement car les délais de cicatrisation tissulaire sont différents et du coup, les délais de remise en contrainte seront également différents lors de la rééducation. Donc, quelques éléments sémantiques. Il y a toujours un débat qui existe entre la transition, entre la fin de la rééducation et le début de la réathlétisation. Donc, on ne rentrera pas dans ce débat aujourd'hui. Chaque staff technique et médical, si vous travaillez dans un club, fixera ses limites entre la fin de la rééducation et le début de la réathlétisation. Autre élément sémantique, quand on parle du fameux return to play, donc le retour sur le terrain, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de valider la reprise de l'entraînement? Si c'est le cas, est-ce qu'on parle d'entraînement contact ou sans contact? Également, quand on parle de la validation de la reprise de la musculation des ateliers techniques, est-ce que c'est avec restriction, donc des mouvements qui seront adaptés, ou est-ce que c'est sans restriction? Ou est-ce qu'on parle tout simplement de la reprise de la compétition à 100% en fin de réathlétisation? Donc, on va développer de façon précise les objectifs de la rééducation. Donc, après une blessure longue durée de l'épaule, notamment une
luxation gléno-humérale ou une disjonction acromioclaviculaire, initialement, le patient aura une période d'immobilisation qui va entraîner des raideurs. Donc, l'un des premiers axes de la rééducation sera la récupération des amplitudes articulaires symétriques. Donc, évidemment, la gléno-humérale, mais il ne faudra pas négliger la scapulo-thoracique, comme on peut le voir dans cette vidéo. Le mouvement d'élévation latérale contribue pour 50% dans la scapulo-thoracique et 50% dans la gléno-humérale. Autre axe de rééducation, c'est l'amélioration du contrôle neuromusculaire. Donc, on visera pendant la rééducation à apprendre aux sportifs la zone de congruence maximale qui se situe dans le plan scapulaire, à environ 30% d'adduction horizontale au niveau de l'humérus, que j'ai symbolisé ici par la ligne rouge. Et également, on optimisera le rythme scapulo-huméral. Donc, pour la rééducation en proprioception, il y a plusieurs modalités. Le plus important, c'est de faire un feedback avec le patient, qu'il soit manuel, oral ou visuel, et on pourra utiliser des exercices en chaîne semi-ouverte ou en chaîne fermée. Autre axe de rééducation, le travail de posture. Le morphotype classique chez le rugbyman, c'est ce qu'on appelle le morphotype en fermeture antérieure avec un enroulement des épaules et un syndrome symphotique prononcé. Pour la prise en charge, c'est assez simple. On étire le plan antérieur, notamment au niveau du petit pectoral, et on va renforcer le plan postérieur avec un renforcement musculaire ciblé sur les érecteurs du rachis et sur les fixateurs scapulaires. Ce qu'il faut bien expliquer aux jeunes, c'est que c'est un mouvement qui doit être conscient, c'est une gymnastique intellectuelle où on doit sans cesse replacer le joueur blessé lors des séances de musculation pour qu'il ait un placement optimal en permanence qui évitera le risque de surblessure, notamment au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc, autre axe de rééducation, c'est le renforcement musculaire. Donc, initialement, les exercices seront plutôt en isométrique pour lutter contre l'amyotrophie, puis progressivement, on augmentera les amplitudes articulaires et les vitesses de contraction. Les objectifs seront de cibler initialement le retour à une endurance de force correcte, puis un retour à un niveau de force maximale antérieur à la blessure. Donc, les groupes musculaires à cibler sont évidemment les rotateurs gléno-huméraux. On visera à rééquilibrer la balance qui est très souvent en faveur des rotateurs médiaux par rapport aux rotateurs latéraux, toujours dans ce contexte de morphotype, fermeture antérieure et syndrome symphotique. Pour les blessures, pour les blessés de longue durée, il sera intéressant d'utiliser un dynamomètre isocinétique selon les structures dans lesquelles vous travaillez, ce qui permet de faire un renforcement excentrique des rotateurs latéraux dans des conditions sécuritaires. Autre groupe musculaire à ne pas oublier lors de la rééducation, évidemment, c'est les fixateurs de la scapula. Le but, ça sera d'optimiser le rythme scapulo-huméral pour limiter les compensations, lors des exercices de musculation notamment. En fin de rééducation, on commencera à intégrer progressivement le geste sportif spécifique au rugby avec des exercices de difficulté croissante. Initialement des exercices plutôt analytiques, dans des amplitudes faibles et dans un secteur articulaire à forte congruence, à vitesse lente, pour finir par des exercices plus complexes, plus fonctionnels, à des amplitudes maximales et des vitesses élevées. Donc, les modalités de retour sur le terrain. Donc, j'ai disséqué en 4 étapes. L'étape numéro 1 est vraiment l'étape de soin, où on ne va pas solliciter le membre supérieur. L'étape numéro 2 sera l'étape où on reprendra progressivement le développement musculaire et où on intégrera de façon progressive l'activité rugby. L'étape numéro 3 sera l'étape de retour à l'entraînement avec contact. Et l'étape numéro 4 sera la reprise de la compétition avec le début de la phase de prévention de la récidive. L'étape numéro 1, initialement, ça sera assez tranquille avec reprise de vélo, notamment si le patient a une attelle, puis assez rapidement la reprise de la course, si le patient n'a plus d'attelle, que le balancier du bras est indolore et que les impacts au sol ne déclenchent pas de douleur au niveau de l'épaule. Donc les objectifs, évidemment, ça sera de faire des soins de l'épaule en priorité, tout ça en ne sollicitant pas l'épaule blessée.
mais également éviter le déconditionnement à la fois cardiovasculaire et éviter l'amyotrophie globale et éviter de ne pas trop solliciter les articulations saines. Donc l'étape numéro 2, qui sera la reprise de l'entraînement sans contact, sera autorisée lorsque les amplitudes articulaires sont complètes, symétriques et indolores et qu'il n'y a pas de douleur post-effort, donc c'est-à-dire après la reprise de la course ou après la reprise du début de musculation sur des exercices assez simples. Donc les modalités de la musculation, c'est toujours respecter la progressivité. Au début, on fera des exercices plutôt à poids de corps pour avoir une contrainte assez faible. Puis on passera sur les exercices avec des haltères ou des kettlebells pour réaliser un travail sur l'articulation de façon isolée et adaptée. Puis en fin de réathlétisation, on pourra basculer sur des exercices qu'on appelle avec des barres, donc pour faire un travail bilatéral et symétrique sur les deux épaules, notamment sur les mouvements d'haltérophilie. Toujours veiller tout au long de la rééducation, de la réathlétisation, à éviter les compensations, toujours pour éviter le risque de surblessure microtraumatique, notamment au niveau de la coiffe des rotateurs. Toujours dans l'étape numéro 2, c'est la reprise du rugby sans contact qu'on validera lorsque les remises en contrainte de l'épaule restent indolores. Donc, ça sera à base d'ateliers de techniques individuelles, en général placés au début des entraînements collectifs. Donc, les techniques individuelles, c'est tout ce qui est manipulation du ballon, passe, et toujours de façon progressive avec des vitesses et des longueurs croissantes. Il y aura des ateliers également spécifiques selon les postes. Au niveau des arrières, ça sera un début progressif de réception de jeu au pied. Et pour les avants, toujours avec une opposition raisonnée, reprise de la touche, des lifts, des lancers ou des mêlées pour les piliers. On pourra également très rapidement remettre le joueur sur le terrain pour des entraînements qu'on appelle séparés, où il n'y a pas de contact, qui sont plutôt à visée stratégique. Toujours garder à l'esprit qu'on gère des sportifs de sport collectif, et donc on essaiera d'isoler le moins possible le joueur du reste du groupe. Donc l'étape numéro 3, qui est la reprise des contacts, qui est toujours une phase critique en fin de réathlétisation. Donc l'intérêt, c'est d'éviter la récidive de la blessure à la reprise des contacts. Il faudra donc pour ça se baser sur des critères fiables et objectifs. On passera du coup par le SAS des tests terrain, qui sont des ateliers de technique individuels où on réapprendra aux joueurs une bonne attitude au contact. Ce sera du coup des exercices sans incertitude, par exemple des plaqués relevés, des séries de raffus, des séries de pompes claquées pour introduire une petite notion de pliométrie. Et après, on passera à des ateliers plus spécifiques rugby avec du jeu au sol, des roulades sur l'épaule blessée, des percussions contre bouclier, des plaquages sur boudin, de résistance croissante. Donc ça, c'est vraiment des tests à valider qui sont indispensables avant la reprise du contact à 100%. Quand on parle de reprise du contact à 100%, c'est donc des exercices avec incertitude contre des adversaires. Il faut que les tests de terrain soient vraiment réalisés de façon parfaite et sans douleur. D'autres tests terrain qui sont plus spécifiques en fonction de chaque poste. On en a parlé précédemment. Au niveau des talonneurs, ça sera la reprise des lancers. On sait qu'après une lésion acromioclaviculaire, notamment en fin de rétropulsion, on pourra avoir toujours des douleurs. Donc, ce sera toujours intéressant de tester un talonneur sur des séries de lancers progressifs. Pour les piliers, ça sera la reprise de la mêlée à impact à 100%. Voilà. Et pour les arrières, du coup, toujours pareil, ça sera des réceptions de jeu au pied ou des séries progressives de passes longue distance. Donc, l'ultime et dernière étape de la réathlétisation, c'est la reprise de la compétition. On veillera à surveiller deux paramètres qui sont la charge de l'entraînement et l'absence d'appréhension, qui est très fréquente après les luxations glénonérales. Donc la charge d'entraînement, il est indispensable de la quantifier. Il existe plusieurs méthodes. Globalement, la charge, c'est le produit de la durée de l'effort par son intensité. Par exemple, sur un footing de 30 minutes, à une intensité cotée à 4 sur 10, on obtient un score de 120 unités arbitraires. Tout ça, ça nous permettra d'additionner chaque charge d'entraînement en fonction de la musculation, du volume de course, du rugby séparé, du rugby collectif, pour au final avoir une charge globale. Donc les objectifs de façon individuelle pour l'épaule blessée,
ça serait d'avoir, lors de la dernière semaine de réathlétisation, au moins une séance cotée supérieure à 8 sur 10. Et de façon collective, ça sera à discuter entre chaque staff médical et chaque staff technique. On pourra cibler un pourcentage de charge par rapport au reste de l'équipe pour les activités un peu plus rugbystiques. Donc, si vous vous occupez de jeunes joueurs, je pense qu'il y a un dogme à respecter qui est, avant la reprise d'un match en compétition, au moins de réaliser une semaine complète d'entraînement, que ce soit pour la musculation, la technique individuelle ou le rugby collectif. Deuxième paramètre à prendre en charge avant le retour à 100% en compétition, c'est la prise en charge de l'appréhension. Donc l'appréhension, du coup, c'est la peur de la récidive, très fréquent après l'éducation. Important de la dépister car c'est un facteur de risque de récidive, notamment sur la phase de plaquage, où le joueur pourra avoir un mauvais réflexe et mal positionner sa tête ou son épaule et repartir dans une situation à risque. Donc le diagnostic de l'appréhension, il peut être assez simple si le joueur le verbalise directement, ou si ce n'est pas le cas, c'est important d'aller fouiner un petit peu en faisant passer des questionnaires d'appréhension. Donc là, j'ai sélectionné le score IPRRS que je vous ai mis en suivant. Donc c'est un score composé de 6 questions. Chaque question sera cotée de 1 à 10. Le score maximal est donc de 60 et signe l'absence d'appréhension. Je pense qu'on peut raisonnablement se fixer un cut-off de 40 ou 50 sur 60 pour valider le retour à la compétition. Petit retour en arrière, du coup, sur le traitement de l'appréhension. Donc, il faudra expliquer aux joueurs que c'est un problème de confiance dans son articulation. Cette confiance reviendra à force de répétition d'exercices techniques dans des situations de plus en plus complexes. Donc, le traitement est toujours multidisciplinaire. Il intègre le médecin, le kiné, le préparateur physique. Et dans les structures qui sont dotées de psychologues ou de préparateurs mentaux, on pourra utiliser certaines techniques, notamment l'imagerie mentale. Donc, en conclusion, la rééducation et la réathlétisation d'une épaule se fait de façon progressive, par palier. Chaque palier sera validé par des critères objectifs et fiables. La phase numéro 4, la phase de la reprise de la compétition, sera aussi la phase de début de prévention secondaire pour éviter la récidive. Il faudra solliciter le joueur et le sensibiliser au fait de travailler de façon un peu plus importante que le collectif sur les techniques, sur les gestes spécifiques traumatiques du rugby, notamment le plaquage. Au retour de la musculation à 100%, il faudra éviter les facteurs de risque de blessures micro-traumatiques, notamment les malpositions de l'omoplate lors des mouvements d'élévation latérale ou d'élévation antérieure. Donc, dans la prévention secondaire, il faut intégrer une routine d'entretien de l'épaule qui se fera sur le long terme, sur une fréquence de 2 à 3 fois par semaine, avec un contenu assez classique qui est du renforcement musculaire, des étirements et de la proprioception. Donc, un dernier schéma qui récapitule en gros en bas à gauche le début des soins sur la table kiné juste après la blessure de l'épaule, puis au milieu la réathlétisation qui se chevauche avec la fin de la rééducation. En haut à droite, on voit la reprise sportive au niveau du collectif avec la reprise des contacts, puis tout en haut à droite, la reprise de la compétition. Tout ça pour illustrer chaque palier et chaque intensité qui devra être progressive. Je vous remercie de votre attention. Je reste disponible en cas de questions. Voici mon adresse mail sur cette diapositive. Merci beaucoup.